Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma tous les deux, Frédéric Pic et moi-même. Bonjour Frédéric. C'est-à-dire que nous sommes allés au cinéma, j'espère qu'il y a plein d'autres, beaucoup d'autres, pardon, qui y sont allés. Mais nous y sommes allés, voilà, c'est le principal. Et nous sommes allés voir, nous finirons ensemble. Ah, alors. Écoutez, moi rapidement, on va se renvoyer la balle un petit peu là-dessus. Alors déjà, les petits mouchoirs, qui avaient fait quand même... Guillaume Canet, Marion Cotillard. Oui, mais les petits mouchoirs, tout le monde l'avait vu. 5 400 000 personnes ont vu ce film. Moi, je l'avais vu à l'époque, ça m'avait tellement peu frappé que je suis allé le revoir. Je me dis, comment 5 400 000 personnes ont pu aimer? Ça ne veut pas dire qu'ils ont aimé, ils sont allés le voir, parce qu'on a fait une grosse pub. C'est vrai qu'il y a, bon, c'est sur l'amitié, grosso modo, avec des trentenaires que j'estime aussi mûrs que des gens de 15 ans. C'est vraiment des trentenaires qui ont 15 ans, qui agissent comme des gamins. Entièrement d'accord avec vous. Pour ne pas être grossier, comme des cons, il n'y a pas d'autre terme. Donc, ici, il y a quelques plages. Ils sont désorientés, les gars. Oui, désorientés. Mais c'est décousu, on ne sait pas. Ils n'ont pas de bon sens, il n'y a rien. On a l'impression que c'est un peu factice. Donc, je me suis dit, celui-là, quand on va retomber sur les mêmes en quadragénaire et en quinquagénaire, ça ne va pas être triste. Et ben voilà, vous avez eu. Ça n'était pas triste. Ça n'était pas triste. Alors dites-moi, parce qu'ensuite je vais reparler encore. J'ai la même impression que vous. Ça m'est tombé sur les pieds, sur la tête, sur le cœur. Et je me suis dit, mais c'est une image. En fait, pourquoi il y a eu 5 millions de personnes? Parce que les gens se sont reconnus. Parce que tous les paumés de notre pauvre terre de France se reconnaissent dans cette errance. Alors, rappelons l'histoire. C'est un type qui s'est fait... Nous finir ensemble. C'est un self-made man, un type qui s'est fait tout seul, son père était un modeste pêcheur de la baie d'Arcachon, et il fait construire cette maison qui est l'image de sa réussite, presque avec vue sur la mer, pas en première ligne quand le monde le verra, mais quand même. Et il y recevait tous ses amis. C'était toute la joyeuse bande. Toute cette joyeuse bande, voilà. Et il fait faillite, sa femme s'en va, une nouvelle jolie femme, mais plus jeune. Et ses amis débarquent pour lui fêter son anniversaire, alors qu'il est dans une déprime. Il est dans une déprime totale. Alors, est-ce que il geint, parce qu'il geint pendant... c'est pour ça que Cluzet est bon là-dedans, il adore être ronchon, geindre, etc. Mais il geint pendant 1h30. Le problème quand même, est-ce que là, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un petit peu invraisemblable? Parce que quand la bande arrive, ils sont 4, 4 ou 5, je sais plus. Et il y en a une qui dit « Oh, moi j'avais dit qu'il ne faut pas y aller ». Ça fait 3 ans qu'ils se font tous la gueule, qu'ils ne voient pas. C'est François Cluzet, ça faisait 3 ans qu'il ne voyait plus les autres parce qu'il s'était disputé avec Lelouch, parole idiote, enfin bref. Et tout d'un coup, ils disent « Tiens, pour son anniversaire, on sait qu'il n'a pas le moral, on va venir sans le prévenir, on va venir au débeauté pour son anniversaire ». C'est déjà assez peu vraisemble. Ou alors c'est assez gamin aussi. Moi, ce n'est pas ce qui m'a perturbé. Ce qui m'a perturbé, c'est le manque d'épaisseur de tous ces crétins, parce qu'il faut quand même bien le dire. Ils ne sont pas épais, comment voyez-vous qu'il y a de l'épaisseur? Ils sont complètement perturbés. Alors, c'est ce qu'on entend tous les jours, c'est donc des divorces pour des queues de pêche, sauf le mari homosexuel qui commence une nouvelle vie avec un danseur d'opéra et sa jeune femme qui est belle comme le jour. Elle est Brigitte Fosset dans sa 20e année et on a le message pas subliminal du tout. Pourquoi est-elle belle? Et bien parce que partout où elle va, elle prend son petit téléphone et elle voit quel homme a envie de baiser dans les environs. Enfin, je veux dire, on est quand même un peu effrayé. Si vous les prenez tous, vous avez Gilles Lelouch. Gilles Lelouch. Qui est incapable de s'occuper de sa petite fille. De sa petite fille. Qui est dans un... Et la petite fille qu'il a eue avec une femme qui se drogue. Oui, donc, ça, on a le droit. Bon, il y a ça. Par contre, à ce moment-là, vous avez la nounou. Qui est très sévère, très stricte, mais c'est très drôle, parce qu'elle l'envoie paître sans arrêt. Là, c'est assez bien vu, c'est assez marrant. Et puis Marion Cotillard, qui un peu féministe, complètement ivrogne et qui ne sait pas aimer son petit... Qui joue la violence. Qui ne sait pas aimer son fils, qui joue très bien d'ailleurs. On lui a donné un rôle épouvantable. Elle ne sait pas s'occuper de son fils, et voilà. Donc cette bande de gens qui vont à la dérive... Sans arrêt quand on la voit sur l'écran. Non, elle joue bien son rôle. Oui, mais son rôle est agaçant. Mais je veux dire, ils sont tous en dérive. Et donc,
1 heure et demie de dérive, pour moi, c'est trop. Mais c'est en trop. dehors de la dérive, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la carte postale sur le Rien. Cap Ferret aussi, si, la carte postale Oui. sur le Cap Ferret, Oui, parce oui. qu'il doit y avoir l'office de tourisme derrière, Oui, c'est pas c'est possible. sûr, oui. Alors, si on les reprend un petit peu, parce que vous avez donc François Cluzet, bon, il s'en tire, il rajoute un peu, mais il aime bien ronchonner, bougonner, il est pas mal. Bon, ensuite, c'est pas très, quand il se beurre, là, tout ça, etc. Bon, enfin, bref. Benoît Magimel, bon, C'est très Benoît contemporain. Magimel, il est assez neutre, hein, et il n'a pas beaucoup de charisme, il a le charisme d'une huître. Une huître du coin, d'Arcachon. Et puis, il fait le PD de service. Marion Cotillard, exaspérante là-dedans, pas parce que c'est vraiment, parce que c'est le rôle qu'on lui donne. Gilles Lelouch, Mais elle est belle. qui n'a pas grand intérêt. Et Laurent Lafitte, qui est un très bon acteur, qu'on met dans le rôle un peu de l'idiot qui veut jouer au comique, qui doit faire rire. Il vous a fait rire, il ne m'a pas fait rire. Oui, j'y ai pensé, c'est quand même. Quand il est là, accroché à son truc. C'est quand même c'est quand même un grand acteur. C'est un très bon acteur de la comédie française. De la comédie française. Il n'aurait pas dû accepter ça. Et on lui fait jouer le rôle de. Mais ça, c'est typique de l'inversion contemporaine. On est toujours dans l'inversion. Oui, mais on et peut. Moi... Non, mais typique. Si il faisait rire. On peut. Oui, il ne fait pas rire. Dans le cinéma, non, il ne fait pas rire. Il est tragique. C'est très intéressant au cinéma de faire des contre-emplois. Non, il est tragique. Mais là, il ne fait pas rire, donc c'est raté. On est d'accord. Bon, évacuons, nous finirons ensemble. Oui, c'est pas très bon. Alors, pour le moins. J'ai entendu... Non, continue, à vous. Douleur et gloire. Donc le film de Pedro Almodovar. Alors, ce qu'il y a de bien dans le film, c'est la distribution aussi. Il y a Penélope Cruz, toujours aussi belle, encore même plus belle que jamais, et Banderas qui est bien, enfin, le couple est parfait. C'est inspiré de la vie d'Almodovar, donc c'est effectivement la création, on mélange la vie privée, automatiquement. Vous entendez des gens qui disent « Ah oui, c'est pour montrer que la vie privée et la vie publique, oui, quand on est cinéaste, excusez-moi, Fellini, quand il est dans son truc, il y avait tous ces fantasmes, c'est la vie privée. » D'ailleurs, Guillaume Canet, pour revenir en arrière, Guillaume Canet a dit c'est beaucoup de son autobiographie. Il a eu un accident, il s'est retrouvé à l'hôpital et il s'est retrouvé seul. Il croyait qu'il avait des amis et il n'en avait pas. Donc il a fantasmé sur ce sujet. Et il l'a dit, qu'il y avait beaucoup d'autobiographie là-dedans, etc. Donc, c'est le travail d'un réalisateur, alors avec ses amours, avec sa mère, etc. Alors, il y a des scènes qui sont pas mal, effectivement. La première scène est magnifique, c'est le petit garçon, c'est lui, en fait, le créateur, le petit garçon qui est là. Et vous avez les lavandières qui sont en train de chanter sous le soleil, au bord de la rivière, avec Penélope Cruz qui est hyper belle. C'est vrai, c'est une scène magique, presque, on se dit, ah, ça va être bien. Puis après, il y a un petit peu de tout. Moi, j'ai pas beaucoup aimé, honnêtement, parce qu'on revisite les années 60, les années 80, un peu maintenant, il revient en arrière. C'est la création, la vie privée. Évidemment, quand il est petit, un moment... Bon, je passe sur les détails, mais bref, il y a un jeune garçon assez beau, un maçon beau, alors il le voit à poil, alors tout d'un coup, il tombe, il est foudroyé. C'est ce qui explique après qu'il est pédé, évidemment. Ensuite, il retrouve un ancien homosexuel, un ancien de ses amis. C'est toutes les obsessions de Pedro Almodovar. Donc, il faut marcher dedans. Ils sont restés 3 ans ensemble. Alors, et maintenant, qu'est-ce que tu deviens? Ah ben, je suis parti en Argentine, dit l'autre, je me suis marié, etc. Et maintenant, tu es avec qui? Parce qu'il a divorcé entre-temps, un homme ou une femme? Ah, depuis que je suis plus avec toi, pas un homme, mais... Enfin, il y en a assez, tout ça, je veux dire. À dégager. Alors, par contre, non, pas à dégager, parce qu'il y a quand même des choses dedans. Moi, je n'ai pas aimé. Je laisse les gens faire ce qu'ils veulent, s'ils aiment Almodovar. Pour moi, c'est loin de valoir le dernier qu'il avait fait, Julieta, il y a 3 ans, qui était une merveille sur l'histoire de cette femme qui avait perdu sa fille, parce qu'elle lui reprochait d'avoir été la cause de la mort de son père. C'était remarquable sur tous les plans, sur le fond et la forme. Là, il y a toujours la forme que j'aime bien, parce qu'il y a toujours ce rouge qu'il aime bien mettre, et il y a des tableaux avec ce rouge en intérieur n'importe quoi. Vous savez, c'est sa couleur préférée. Donc, de toute façon, il s'est filmé. J'avais beaucoup aimé Parle avec elle. Cette histoire étonnante mais il y en avait pas mal avant. de cette femme dans le coma qui va être enceinte. Non, mais celui-là. Et qui va accoucher. Celui-là, c'est pas terrible. Celui-là, c'est pas terrible. Très bien. Alors, The Dead Don't Die, les morts ne meurent pas. Oui, alors ça, bon, il faut aimer les histoires de zombies, de ghouls, etc. Moi, j'adore. Alors, j'ai toujours aimé ça. Evil Dead, de Sam Raimi. Merci d'être allé le voir. Je n'irai pas. C'est très bien fait. Il faut connaître Jim Jarmusch. Il le fait avec beaucoup d'humour. C'est un film comique sur ça. Il y a quand même Bill Murray qui est un très bon acteur. Il y a Danny Glover aussi dedans. Mais c'est la façon de traiter le sujet. Puis il y a des clins d'œil. C'est ça que j'ai beaucoup aimé quand j'aime le cinéma. Les clins d'œil, c'est par exemple, à un moment, on parle de Romero.
Oui. Le metteur en scène italien qui aimait ce genre de choses, etc. Donc on en parle. À un autre moment, on le voit, c'est très rapide, mais il rentre dans le cimetière et on voit une tombe sur laquelle il y a marqué Sam Fuller, le réalisateur Bien sûr, américain que oui. j'avais très bien connu à Deauville. Et tout est comme ça. Et surtout, cette femme qui est... Bon, je ne dis pas la fin parce qu'il y a quand même Non. des surprises. C'est drôle. Moi, je dis qu'il faut aller le voir. Bon. C'est simple. Attendez, si vous aimez les films de zombies, allez le voir. D'accord. Si vous n'avez jamais vu de film de zombies, allez voir celui-là pour voir comment c'est. D'accord. Et en même temps, donc, c'est un hommage à Kill Bill de Tarantino, parce que cette femme-là manie le katana de samouraï d'une façon extraordinaire, et elle est là, elle coupe comme des saucissons les têtes. Moi, je riais, j'étais pas le seul dans la salle, mais je veux dire, Ça vous défoule? Moi, ça me défoule quand je vois des scènes comme ça. C'est fait avec beaucoup de comiques. Là, moi, j'ai aimé, j'ai trouvé que c'était un bon film, et Bon. Jarmeau, j'aime bien ce qu'il fait. Et la mémoire C'était du- quand même Down by Law, les grands Deadman, etc., Ghost Dog, enfin, il a fait quand même des grands films. La mémoire du sang de Jean Reno, avec oui, Jean Reno. alors ça s'appelle Cold Blood Legacy, la mémoire du sang. Pourquoi? Parce que c'est une coproduction franco-américaine. Alors déjà, sur le plan de la forme, ça a été tourné dans le Caucase ukrainien et ça a été tourné au nord du Canada. Ça démarre à New York, c'est magnifique parce que ce sont les forêts sous la neige pendant les 3/4 du film, donc évidemment, quand on sait photographier, c'est magnifique. Oui. Bon, c'est l'histoire de quelqu'un, Jean Reno. Alors là, j'ai été un petit peu, parce qu'on dit que c'est un ancien des services spéciaux, ça tombait mal en ce moment quand même, parce qu'il a tourné en, en tueur à gages. Bon, il tue quelqu'un, donc on le voit avec enfin bref, dans des circonstances, pas la peine de dévoiler. Il tue quelqu'un à New York, il s'enfuit, il va justement dans les Rocheuses, au nord des Rocheuses dans le Canada, se planquer dans une petite cabane, il vit de pêche, de machin, c'est rapide. Tout d'un coup, un jour, il se balade, accident de motoneige, il voit une femme évanouie, enfin esquintée, il retire tous ses bouts de bois de la jambe, etc. Mais il se demande ce qu'elle fait là, et on se demande ce qu'elle fait aussi, c'est un peu mystérieux. Donc il y a une espèce de traque, double traque, parce qu'elle est traquée et elle le traque lui. Parce qu'il se trouve qu'elle n'est pas. Elle veut un peu se venger. Bon, je ne veux pas trop en dire. D'accord. Et c'est bien fait. Jean Reno est bon. Alors que Jean Reno, c'est quand même pas un grand acteur, mais il faut ce genre de film. Moi, Jean Reno a toujours été bon quand on le laissait faire ce qu'il est, c'est-à-dire monolithique, peu prolixe. Voilà. C'est-à-dire Léon. C'est-à-dire Le Grand Bleu dans ces films-là, etc. D'autres films, il a fait des trucs totalement nazes. Mais là, c'est bien, c'est un bon film d'action. C'est pas bourré d'action avec etc. Non, on est dans les Rocheuses. Plein de suspense. Et le suspense, on se dit qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver. Et c'est bien timé, c'est bien fait. Voilà. Ça, j'ai aimé. Enfin, Lourdes, il faut parler de Lourdes. Ce film par deux journalistes athées sur les miracles de Lourdes. Et je transmets le message d'Arthur de Vatrigan, qui en a fait une belle critique dans L'Incorrect, qui est un film tout à fait étonnant que reconnaissent tous ceux qui sont allés à Lourdes et qui ils sont allés y prier la Vierge. Et notamment cette grande foi des malades et cette grande force que les malades tirent de Lourdes. Voilà, donc vous pouvez y aller. J'ai envie de terminer en évoquant Ah, vous en avez encore un autre. Allez-y. Oui, parce qu'il y a des rééditions. Moi, je dis Allez-y, toujours, les pour aller rééditions. voir, pour aimer le cinéma, il faut aussi aller voir le film. Alors, on rejoue Divorce à l'italienne, film de 1962 de Pietro Germi, qui est un grand metteur en scène italien, avec Marcello Mastroianni, qui joue le rôle d'un noble. Les cheveux gominés, il est toujours comme ça, etc. Se regarder dans la glace, il est étonnant. Il n'est pas beau, mais il avait un charme extraordinaire. Enfin, bref, il y en a qui peuvent le trouver beau. Enfin, Marcello Mastroianni, c'est quand même un monstre du cinéma. Alors, il est très bien là-dedans. Il a épousé une femme qui passe son temps à vouloir des caresses au lit, etc., qui l'enquiquine un maximum. Et ils ne l'ont pas gâtée, parce qu'elle a quand même manifestement une petite moustache, elle est très brune. Bon, bref, il tombe amoureux de sa cousine, une ravissante fille, qui est jouée par Stéphanie Sandrelli, qui était une belle femme après, là, elle est toute jeune. Et donc, comme le divorce est interdit en Italie, la seule chose à faire, c'est d'essayer de mettre quelqu'un dans le lit de sa femme, parce qu'à ce moment-là, quand on tue, quand on est cocu et qu'on se venge, c'est quelques années de prison, c'est pas grand-chose. Voilà le thème, et c'est bien fait, c'est drôle, c'est la comédie à l'italienne, c'était le début des comédies à l'italienne. Donc ça, à mon avis, c'est à voir. Alors, comme il va y avoir la suite d'Un homme et une femme qui va sortir là, puis c'est quand même le mythe des films amoureux.
Oui. Un homme et une femme. Oui, oui. Ils se rejouent. J'ai très envie d'aller le voir. Ils se rejouent. Moi, je vais le revoir parce que je l'avais vu à l'époque. Oui. Ça fait quand même. C'était en 66 qu'il a eu la Palme d'Or. C'est un film mythique. Il a eu la Palme d'Or, il a eu l'Oscar du meilleur film étranger, c'est quand même un très bon film du d'amour. meilleur scénario. Alors, est-ce qu'il... Oui, mais je peux pas aller. C'est le mythe du film d'amour. Je peux pas aller sur la plage de Deauville et à la gare Saint-Lazare sans voir l'homme. Ah bah c'est drôle parce que ce week-end, j'étais à Deauville, je n'ai pas du tout pensé au film. Non mais... Le problème, c'est que c'est un mythe, effectivement, du film d'amour. Oui, c'est un mythe du film d'amour. Du film d'amour. Et vous n'avez pas envie de voir le... Ah si, je veux, parce que justement, c'est peut-être... J'ai peur d'être déçu, parce qu'il est à moitié aveugle. Oui, il a Trintignant. Trintignant. Oui. Jean-Louis Trintignant est à moitié aveugle. Elle est toujours aussi belle. Vieux. Elle, ça va, elle a vieilli, mais lui, il est quand même complètement décomposé. J'ai peur qu'il cabotine un peu. Je ne sais pas comment il a fait son film, pour ça, il faut aller le voir. J'ai vu quelques extraits, j'ai peur qu'il cabotine. Ça, je pense qu'il faut aller le revoir. Moi, je vais aller le revoir, parce que ça se rejoue. Voilà. Et puis, un film que je n'ai jamais vu, mais moi, j'aime beaucoup Imamura, le japonais, qui a fait la fameuse balade de Narayama. Et là, ça s'appelle Filles et gangsters. C'est un film sur le Japon à la fin de la guerre. Les Américains sont là. Donc, histoire de gangsters, de putes, etc., etc. Ça avait choqué le Japon d'après-guerre, parce qu'évidemment, ils avaient quand même, quand les Américains arrivent, on sait que... on va vite vers une petite dissolution. Donc, ce sont des gens qui essayent entre gangsters, putes, etc., avec les Américains. Et il avait été interdit de tournage pendant 2 ans après avoir fait ce film-là. Alors, je suis curieux. On ne rigole pas au Japon. Voilà. Avec Alors, certaines choses. Je suis curieux parce qu'Imamura, comme. Bon, voilà. Je ne l'ai pas vu, mais j'irai le voir. En tout cas, mais moi, j'ai vu dans mon petit home cinéma personnel, La vie est belle. C'est pas le film de Benigni sur les camps de concentration, mais le premier. Et c'était une histoire absolument étonnante de cet homme qui a dû renoncer à tous ses rêves pour prendre la suite de son père dans un petit village américain tout modeste. Et ce père avait fondé une société de prêt d'argent pour les pauvres. Et il renonce successivement à tous ses rêves et un jour, il en a assez. L'oncle a perdu tout l'argent de sa petite banque et donc il va se tuer. Et un ange descend du ciel, envoyé par Dieu, et lui dit mais si tu n'avais pas existé, voilà ce qui se serait passé. Et il décrit toutes les catastrophes qui sont arrivées. Ah oui. C'est un très joli film. C'est amusant. C'est un scénario inouï. C'est de qui, ça Frank Capra. Ah, ben oui, La vie est belle de Frank Capra. Voilà. Moi, je n'y étais pas, j'étais sur le film de Benigni. C'est un... Je l'ai fait il y a longtemps, je ne m'en souviens plus du tout. C'est assez effrayant parce que c'est un film qui date des années 48, 47, 49. Mais c'est la description de l'évolution de l'Amérique et de nos villes avec des lumières qui clignotent partout. Des cafés et des bars. Vous l'avez revu en DVD, Oui, je l'ai revu en DVD. Oui, mais je suis pour ce... Ah non, mais je trouve que le DVD, c'est fabuleux. Ça permet de le revoir. Non, c'est très bien. On peut le voir en famille, on peut en discuter. Je voulais savoir, parce que sinon, je serais bien aller le revoir. Parce que le Capra, je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Je vous prête le DVD. Ah non, je n'ai pas le temps en DVD. Parce que... Et moi, c'est la salle. Donc, les scintillements, les cafés, les ivrognes et la prostitution. Voilà. Non, mais Capra, de toute façon, c'est très, très joli. Voilà, merci beaucoup Frédéric. Alors, nous avons évoqué Nous finirons ensemble, Douleur et gloire, The Dead Don't Die, La mémoire du sang, Divorce à l'italienne, Filles et gangsters et La vie est belle. Et j'ai été interpellée dans une manifestation au pied de la statue de Jeanne d'Arc par un ami de TV Liberté qui me dit « Mais enfin, Madame Rassi, arrêtez de nous parler de mauvais films. Pourquoi nous parlez-vous » Eh bien, justement, le rôle de critique, c'est de distinguer la perle, le bon film que vous pouvez tous aller voir et écarter les mauvais films. Mais comment sait-il que le film est mauvais? S'il l'a vu, mais il n'avait qu'à écouter, parce qu'ici on lui dira de ne pas aller le voir. Donc quand on est critique, il faut dire ce qu'il faut aller voir.
selon notre subjectivité aussi, et ce qu'il ne faut pas aller voir. Non, mais c'est vrai, Frédéric, moi, les 3 derniers films que je suis allée voir... Ah non, en ce moment, c'est pas Gloria, Gloria, le film du petit coiffeur, et je ne sais plus quel autre. C'est un peu... On perd son temps. Moi, je les ai Très vus, honnêtement, je on les ai perd vus son temps. ceux-là, j'ai perdu un temps fou ces derniers mois. Au Voilà. cinéma, en ce moment, il n'y a pas Voilà, grand-chose. donc nous sommes d'accord avec vous, chers Alors, auditeurs. allez voir Aladdin si vous voulez, mais moi, c'est pas pour moi, ça. Non plus. Chers amis de TV Liberté, à très vite. Et ne vous inquiétez pas si la rubrique cinéma saute de temps en temps, c'est parce que Frédéric et moi, nous partons en province et que nos très jeunes collaborateurs sont pris par leur boulot respectif. Mais nous maintenons, ne vous inquiétez pas. On va revenir À en la force. semaine prochaine. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Grégoire Tonnat. Grégoire nous a offert déjà 5, 6, 7, 8, 9 petits quiz que vous avez beaucoup aimés. Alors, ces petits quiz, ce sont des questions-réponses qui enseignent la jeunesse, mais quelquefois aussi l'âge mûr, Ben, carrément, oui. sur des sujets soi-disant très connus, mais qui en fait demeurent avec des obscurités. Alors, vous êtes venu pour célébrer Versailles, Marie-Antoinette, vous avez traité Georges Clémenceau, mon grand ami, entre guillemets, La Marine nationale. la Marine nationale. Et d'autres, et d'autres. Et la Grande Guerre de 14. Et ce matin, vous venez pour nous parler du jour J, puisque, bien sûr, nous approchons du 6 juin. Alors, d'abord, cette collection, il faut le dire, rencontre beaucoup de succès. Vous allez être accueillis en Normandie. Vous avez été beaucoup acheté, votre livre sur la Grande Guerre a beaucoup été acheté par des écoles et des mairies. Oui, ça c'est un grand bonheur, c'est qu'un tiers des ventes, et on en a vendu vraiment beaucoup, c'était un pari fou au début. Hein. Oui. Aujourd'hui, l'histoire s'est écrite bien comme ça, mais voilà, effectivement, il a été adopté par beaucoup de collectivités locales, territoriales, comme support pédagogique, notamment pour les enfants. Pas que, mais beaucoup. Oui. Donc oui, c'est un vrai bonheur de savoir que votre livre circule comme ça. Alors, je ne travaille pas avec l'Éducation nationale, bien sûr, sinon j'y serais encore, mais... donc voilà, l'idée c'est de redonner de manière ludique, je le mets entre guillemets, et pédagogique des éléments clés sur un grand sujet historique. Donc voilà, on s'approche des commémorations du 75e anniversaire du 6 juin 1944. Voilà, ce livre, je l'avais dans mes cartons depuis plus de 3 ans en fait. Après le succès de la Grande Guerre, le deuxième sujet auquel je pensais instinctivement, parce que petit garçon, j'ai été passionné par cette histoire-là, c'était le débarquement, qui est une aventure en soi, qui est un grand événement historique, complexe. Mais voilà. Cette opération qui est appelée en Angleterre Overlord, qui donc signifie suzerain, devait s'appeler d'un autre nom. Oui, en fait, elle devait s'appeler, en anglais je le prononce mal, mothball, en fait, boule de naphtaline. Et c'est Winston Churchill qui, entendant ce nom-là, disant c'est pas possible de laisser un nom pareil dans l'histoire, et donc il a œuvré pour qu'on change de nom. Voilà. Quel était le but de ce débarquement ? Normalement, l'avancée russe... Alors, l'objectif de l'opération Overlord, alors à ne pas confondre avec l'opération Neptune, c'est le débarquement, c'est l'opération navale qui a lieu le 5, autour du 6 juin. Overlord, c'est l'ouverture d'un deuxième front à l'ouest, destiné à alléger le front russe et de prendre en tenaille les Allemands et surtout d'aller toucher au plus vite et au plus près l'outil industriel allemand. Voilà. C'est ça, Overlord. Ah, c'est ça. Vous avez... comment est structuré le livre ? Parce qu'il y a une structure dans ce livre. L'idée, c'est donc, là, c'est 100 questions. Donc, c'est les 100 questions clés. Alors, à la fois, c'est les grandes données historiques du sujet,
Pourquoi est-ce qu'on choisit la Normandie? Comment est-ce qu'on choisit le jour? D'où vient le nom? Qui dirige l'opération? Donc c'est le général Eisenhower. Quelles sont les principales personnalités? Évidemment, il y en a plusieurs. Hein. Vous avez des généraux américains, anglais, Montgomery, etc. Allemands, Rommel notamment, von Rundstedt. Voilà. Et puis l'idée, c'est donc à la fois de redonner ces éléments clés, de les mettre toujours en perspective, parce qu'une donnée chiffrée, si vous n'avez pas une échelle de valeur à côté, ça ne veut rien dire. Je vous donne un exemple très concret. Dans l'imaginaire collectif des gens, et le cinéma américain a fait beaucoup pour ça, le 6 juin, c'est un événement extrêmement sanglant. Ben non, pas tout à fait. Alors évidemment, le gars qui est sur le terrain, il le vit pas bien, on comprend, il fait la guerre. Oh, et les cimetières, quand même. Et les cimetières, bien sûr. Les cimetières de Normandie, bien sûr, bien sûr. J'ai été élevée auprès de ces cimetières. C'est au moins aussi effarant que les cimetières de l'Est de la France. Si vous vous donnez la peine de lire les noms et surtout les dates de naissance et de mort, qui donnent les âges, vous vous rendez bien sûr, compte que c'est une jeunesse alors rayée de la carte. Juste pour terminer là-dessus, en fait, le commandement allié prévoyait environ 25 000 morts le premier jour. Ah oui. D'accord, il n'y en a que 25 000 pertes, pardon. Et en fait, il y a 11 000 hommes perdus, ce qu'on appelle des pertes blessés, tués, disparus. Oui. Et voilà, donc c'est nettement inférieur. Je vais juste faire un petit parallèle avec la guerre de 14. Le 22 août 1914, au début de la guerre, l'armée française, à elle seule, perd en une journée 27 000 hommes. On ne parle pas de la même chose. Les Anglais, lors de la bataille de la Somme, en 16, le premier jour de l'offensive, perdent 20 000 hommes. Là, on parle de environ 4 000 morts. Voilà, alors évidemment, c'est terrible. Et la bataille de Normandie, après, a été terrible. Mais le débarquement en soi n'est pas si sanglant que ça. Voilà. Et vous soulignez le rôle de ces ceintures de sauvetage. Ah oui, alors ça, c'est ce qu'on appelait, le nom perdure, Mae West, en fait, par analogie avec la poitrine généreuse d'une actrice américaine des années 30-40. Oui. Et voilà, donc elle a été surnommée Mae West. Mais aujourd'hui, dans l'armée, ce surnom, est-ce que tu as pris ta Mae West, donc tu as ton gilet, ta ceinture de sauvetage, voilà, ça reste. Ça, c'est typiquement américain, ça. Typiquement américain, absolument. Alors, vous abordez absolument tous les aspects, y compris... Les principaux. Le sujet ce sont les Allemands qui ont construit le mur de l'Atlantique. Eh ben non. Alors, oui, là, nous sommes dans la partie... idée reçue. Idée reçue que vous pourfendez. Alors, en fait, le mur de l'Atlantique, s'il y a bien une organisation qui pilote tout ça, le mur de l'Atlantique, il va de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à la Norvège quand même. Il y a une organisation qui s'appelle l'organisation Todd qui pilote et qui drive tout ça. Évidemment, il y a des prisonniers, évidemment, il y a des travailleurs requis de force, mais il y a aussi des Français volontaires. Et ce qu'on ne sait peu, et pourtant... Quand on construit des infrastructures de cette ampleur-là, c'est qu'il y a des sociétés françaises du bâtiment et des travaux publics qui répondent tout à fait officiellement à des appels d'offres et qui construisent pour le compte de l'organisation Todd un mur qui est destiné à les empêcher de les libérer. Et qu'on n'a jamais poursuivi à la libération, ces gens-là. Qui ont été un peu inquiétés, certains. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais effectivement, je connais l'histoire de certains. Oui, c'est bien sûr, oui. Et il y a des grandes sociétés qui existent toujours. On a canardé les écrivains, mais les présidents de BTP... En fait, effectivement, il y a eu là-dessus... Bon, enfin bref. Alors, vous retoquez aussi l'idée selon laquelle le débarquement du 6 juin, ce sont uniquement les Américains. Ben non, en fait, pour être précis, il y a un tout petit peu moins de 60 000 soldats américains qui débarquent sur 2 plages, Utah et Omaha, sur le secteur de la Manche. Et en fait, les Anglo-Canadiens sont un peu moins de 100 000 hommes, 94 000 hommes pour être précis. Donc ce jour-là, il y a bien plus d'Anglo-Canadiens que d'Américains. Après, l'effet s'inverse, mais si on parle du 6 juin, et on parle du 6 juin puisque c'est l'objectif du livre, il y a bien plus d'Anglais, sauf que ce sont les Américains qui filment la guerre, qui la filment à leur avantage, et qu'aujourd'hui dans les archives, ben oui, bien sûr, c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire, c'est toujours comme ça. J'adore ce narcissisme. Ben oui, mais ils servent leur cause, après tout le monde le ferait. Évidemment, une armée en déroute ne se filme pas, et les Anglais sont moins forts. Non, quand on s'appelle les Alliés, on ne filme pas que ses propres armes. Ouais, voilà. Mais donc, et puis le cinéma a fait beaucoup, puisque le cinéma américain, le jour le plus long, il y a maintenant 50 ans, voilà, qui est truffé d'erreurs et d'approximations. Et puis, il faut reconnaître à Spielberg, parce que les 10 premières minutes de son film Le Soldat Ryan, le reste, évidemment, c'est tout à fait à l'américaine, mais les 10 premières minutes ou les 20 premières minutes sur la plage, cette manière de filmer la guerre,
c'est du jamais vu en fait. C'est caméra. Enfin, c'est très beau. C'est pas très beau, c'est très fort. Non, c'est très fort. Voilà. Donc évidemment, ça nourrit cet imaginaire-là. Et pour le grand public, on se dit, bah oui, c'est les Américains. Bien non, l'idée, et c'est bien l'idée de la collection de Petit Louis, c'est de dire, voilà, oui, bien sûr, ils y contribuent, on va pas le nier, mais numériquement, ils sont inférieurs aux Anglo-Canadiens. Voilà. Et il y a quelques Français. Alors ça, c'est une autre bonne question. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, on parle des 177 hommes du commando Kiefer, qui sont des fusiliers marins qui débarquent dans le secteur britannique, anglo-britannique, enfin canadien, britannique-canadien. Mais en fait, l'histoire avance et on s'aperçoit qu'il n'y avait pas que 177 hommes. En fait, il y en avait presque 3000. Des parachutistes qui sautent notamment, et les premiers tués d'ailleurs. Il y a un caporal qui s'appelle Bouettard, qui saute en Bretagne, sur les flancs du débarquement, en fait, des plages du débarquement. Vous avez des marins, vous avez des pilotes. En fait, il y a une grosse opération qui a lieu le 6 juin au matin, à l'aube, qui s'appelle l'opération Smokescreen. En fait, ce sont des pilotes français du groupe Lorraine qui larguent des fumigènes pour masquer l'importance de l'armada. Ce sont des soldats français, des pilotes français qui font ça. Mais l'histoire n'a pas retenu ce ton-là, et l'histoire n'a pas retenu, et évidemment ça a fait polémique, et on en parle encore avec les hommes du commando Kiefer, De Gaulle n'a jamais commémoré ce débarquement pour toutes les raisons qu'on connaît, parce qu'il a été prévenu au dernier moment, etc. Et lui célébrait le débarquement de Provence, et ces gens-là sont tombés dans l'oubli. Alors aujourd'hui, l'histoire les remet quand même à l'écran, et le 75e anniversaire, on va parler de ça, et donc dire, alors, c'est jamais que 3000 hommes par rapport à 156 000, on est bien d'accord, et voilà. Mais quand il est question d'hommes, les chiffres ne comptent pas. Chaque homme il faut le dire, a sa valeur. Il faut le dire. Il y a des gens, les gens du commando Kiefer, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns. Il y a Léon Gauthier, qui est la gloire nationale du commando Kiefer, qui a monté le musée des commandos à Ouistreham, oui, c'est ça, qui est toujours vivant, qui a 94 ou 95 ans, je ne sais plus, qui est un sacré bonhomme, qui avait 18 ou 19 ans ce jour-là. Hein. Ils perdent 10 hommes le matin du débarquement, les hommes du commando Kiefer. Ils sont sévèrement accrochés, et le commandant Kiefer est blessé à 2 ou 3 reprises dans la journée du 6 juin, et au bout d'un moment, on lui dit, commandant, il faut vraiment que vous alliez vous faire soigner. Le gars ne veut pas quitter son poste de commandement, enfin, c'était un sacré bonhomme. Il a fait l'entraînement commando à 40 ans, ce gars-là, alors que c'est des gars de 20 ans. Oui. Il a 40 ans. Bon, Oui. enfin, voilà. Et c'est quoi? C'est un Normand? Il non, vient d'où? C'est un Français. Alors, il est d'origine alsacienne. Il est né en Haïti. Il a un accent haïtien. Improbable. Improbable. Il a une carrière en fait internationale. Il travaille dans le secteur bancaire, notamment aux États-Unis dans les années 30. Et quand la guerre est déclarée, il est volontaire et il repart. Et c'est lui qui, après, va voir les alliés en Angleterre et qui leur dit il faut monter une unité spéciale. Et voilà, j'ai cette envie-là et on monte ça. Et évidemment, aujourd'hui, et on a parlé avec la mort des deux commandos récemment. En fait, ce sont des descendants en fait, de cette unité-là. Le commando Hubert. Voilà. Mais le commando Hubert, au début, les fusiliers commandos, c'est le commandant Kiefer qui crée ses premières unités. Voilà. Ils viennent de là. C'est très intelligent de rappeler ça. Ils sont les héritiers des commandants. Bien sûr, tout à fait. C'est fou comme les actions belles, les héroïques, sont prolifiques. Elles enchaînent d'autres. On parle des gens qui ont un parc. Ces unités-là, et aujourd'hui, les gens qui font ça sont des gens qui sont quand même hors normes. C'est des gens exceptionnels. Les deux types qu'on a perdus, les deux soldats qu'on a perdus, c'est des gens d'une grande valeur. En plus de ça, le bruit court que les négociations étaient en cours pour récupérer ces otages et que. Alors ça, je ne sais pas. On a voulu lancer l'attaque, parce que c'est quand même merveilleux pour un homme de lancer une attaque. Et voilà, on n'en dira pas plus. Les sanglots longs des violons de l'automne qui blessent notre cœur d'une langueur monotone, ce n'était pas le seul message. Non, en fait, il n'y a plus de... C'est le film qui nous a... Pareil, c'est le jour le plus long qui nous ancre ça. Ouais. Cela dit, c'est un très beau vers. Non, mais bien sûr, il n'y a pas de débat. Mais en fait, il y a plus de 200 messages que diffuse la BBC dans les jours qui précèdent. Et chaque message correspond à une action de sabotage ou de renseignement pour un groupe de résistants local, etc. Donc, il n'y a pas qu'un message, bien sûr. Alors, vous dites aussi,
une des idées, c'est que c'est le débarquement des Alliés qui a permis de vaincre l'armée allemande en Europe. Alors, vous répondez. Alors ça, c'est ce qu'on pense. Oui. Mais en fait, non. Bien évidemment, elle y contribue. Mais l'essentiel de la défaite allemande, elle se passe sur le front russe. Et puis quand on regarde les chiffres, l'armée russe Messieurs. perd 10 millions d'hommes. Bien sûr. L'armée américaine, sur l'ensemble du front européen et pacifique, Oui. c'est 400 000 hommes. Oui. On ne parle pas du tout de la même chose. Alors, elle va y contribuer. Mais l'essentiel, c'est le front russe. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qui peut expliquer d'ailleurs cette fierté militaire, ces défilés militaires que l'on connaît à Moscou le jour de la libération, le jour anniversaire de Pour de les la Russes, libération. Le C'est- 9 mai. c'est le 9 mai pour les Russes. Le 9 mai, ça n'a quand même rien à voir Mm. avec notre 8 mai. Hein. On n'est pas du tout dans la même C'est pas la même catégorie. On n'est pas dans Les la- Russes perdent en tout, hein, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 20 millions de morts. Oui, oui, c'est 20 une millions saignée de morts. absolument Voilà. effrayante. On parle Effrayante, d'Oradour-sur-Glane, on va parler d'Oradour-sur-Glane. oui. Le massacre d'Oradour-sur-Glane, qui est terrible en soi. Je connais bien, évidemment, ce secteur-là, et voilà. Mais en fait, Oradour-sur-Glane, vous avez des Oradour-sur-Glane, des dizaines et des dizaines d'Oradour-sur-Glane en Russie, en Biélorussie, en Ukraine. Voilà, ce qu'ont fait, Oui, puis alors, ce qu'ont si fait vous- les SS à Oradour, en fait, c'est parce que c'est des gens, ils ont appliqué les techniques qu'ils ont appris sur le front russe. Oui. Voilà. Oui, puis Oradour-sur-Glane, je suis sûre que vous vous êtes inspiré des livres qui sont sortis très vite après le fait, et qui sont loin des caricatures que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire la responsabilité des résistants qui mettent les munitions dans l'église. Ah ça, je ne sais pas, ça, non. Dans l'église d'Oradour? Ah oui, oui, oui. Ah non, Bon, je ne sais pas du tout ça. il faut que je vous en parle. Hors Ouais. micro, je vais vous faire un petit cours. Il se trouve que moi, j'ai été dans une bibliothèque. J'ai loué une maison un jour en Bretagne avec une bibliothèque extraordinaire de l'entre-deux-guerres et de l'immédiat après-guerre. Et il y avait un très beau livre racontant que, en effet, je ne comprends pas pourquoi, je n'ai jamais retrouvé les données de ce livre Mais- dans aucune autre enquête. Donc ça m'étonne. Enfin, Le livre était d'une grande, Ouais. le livre était d'une grande rectitude, d'une grande honnêteté, et il évoquait toutes les munitions qui étaient dans cette église. Alors, il y a des Et quand l'église a brûlé, c'est le fait des explosions. Voilà. Mais bon, c'est pas le sujet de ce matin, on en reparlera. En tout cas, il y a beaucoup besoin de livres d'histoire, ça c'est sûr. Quel est le film de ce débarquement que vous mettriez en valeur le Alors j'ai premier fait une sélection. Oui, hein, j'ai de- vu, c'est pour ouais. ça que je vous vise. Moi, je pense quand même que... Vos enfants, vous les emmènerez voir quel film? Je les emmènerai d'abord sur les plages. Ah, c'est sûr, oui, ça, vous avez raison. La réalité, c'est le Oui, meilleur d'abord des sur films. les plages, oui. parce que Oui, voilà. Bien sûr, oui, oui. Et j'essaye de faire ça avec les miens. Et puis, malgré tout, mais en expliquant un peu les éléments de contexte, le soldat Ryan, parce que c'est Le bien soldat tourné, Ryan, oui. parce que voilà. Alors en précisant qu'évidemment c'est une vision américaine des choses. Qui n'est pas la vérité ultime, bien évidemment. Et voilà, en disant ce que je disais tout à l'heure aussi, ce ne sont pas que les Américains qui font cet effort-là. Voilà. Et puis, ils font aussi des... Si le débarquement est une opération logistique hors norme, extrêmement bien menée, dès le lendemain, en fait, il y a ce qu'on appelle la bataille des haies qui démarre. Et là, les Américains, pour le coup, les Alliés ont mal préparé les choses. Et ça se passe très mal. Et là, c'est très sanglant. Vous appelez La bataille des haies, en fait. Qui sûr. dure 2 mois. La bataille de sûr. Normandie, la bataille des haies est extrêmement sanglante. Ils n'avaient pas du tout appréhendé la géographie. Et en fait, il y avait un avantage les haies, générait un avantage défensif. Donc les Allemands, qui étaient des soldats vraiment aguerris, ce qui n'est pas le cas du soldat américain. Hein. Le soldat anglais, oui, parce qu'il a 4 ans de guerre derrière lui. Pas les Américains, ils débarquent, en fait, c'est des bleus. Ce sont des jeunes recrues. Ce sont des jeunes recrues, voilà. Et ils se font ratatiner, quoi. Voilà, donc Et puis il y a les bombardements qu'on connaît. La ville de Caen, je parle des villes martyres
partir de Lisieux, Saint-Lô, 40. Bernheim. Voilà. Et là, pour le coup, ça, c'est des ratés aussi des Alliés. Et Churchill était très content de ça, très conscient de ça, merci, en disant attention, là, on va se mettre tout le monde à dos, quoi, parce faut arrêter. Montgomery est arrivé en disant de toute façon, le 7 juin, Caen est libéré. Caen était libéré le 19 juillet. Les derniers faubourgs, c'est le 19 juillet. Et Caen libéré en ruine. Voilà. Et puis il y a Le Havre, après quand on remonte, et voilà. Donc, le pire de tout étant Le Havre avec un jusqu'au-boutisme épouvantable, puisque le commandant allié anglais ou américain, je ne sais plus, donne l'ordre de vider la ville parce qu'il va bombarder. Le commandant de la place du Havre dit « Laissez-nous prévenir les populations et se faire sortir les populations ». Et il n'en tient, les Alliés n'en tiennent aucun compte et ils bombardent. Je veux dire, là, on est dans l'inhumanité la plus totale. Il y a 20 000... De toute façon, la guerre, c'est évidemment très sale. Il y a 20 000 oui, mais il y a des règles. Hein. Oui. Si l'Église catholique a inventé les jours de trêve, les règles, l'armée officielle, c'est pas pour des prunes. Alors, là, on est dans la guerre totale. Et pour parler des Normands, puisqu'effectivement, et maintenant, ça émerge, il y a... Les estimations, c'est environ 20 000 civils normands qui perdent la vie pendant les opérations du débarquement et de la bataille de Normandie. Ce qui représente sur l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale pour la population française, je l'ai mis dans le livre, je crois que c'est 1/3 des pertes civiles. En Normandie. Et la région est effectivement... non seulement ils meurent, mais en plus de ça, on leur appuie la stèle sur le nez et on n'en parle pas pendant 50 ans. C'est quand même, c'est la totale. Ça a été oublié. Maintenant, c'est vrai que... ça revient un peu, les livres sortent. Et l'histoire, les livres sortent, mais enfin, les familles ont été dans un état de double traumatisme, puisqu'ils perdent les leurs, et en plus... et ils perdent leur maison. Ils perdent leur maison, ça c'est... mais encore là, ils ont touché des dédommagements. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais enfin bon, ils perdent quand même tous leurs souvenirs, toute leur vie. Mais surtout, ils perdent la reconnaissance de la patrie, ce qui est quand même... je veux dire, surtout, bon, si on ne parlait que des héros et pas des victimes, enfin, il y a quand même un culte de la victime de cette dernière guerre. On ne voit pas pourquoi les Normands ne sont pas dans ce... Alors maintenant, c'est en train d'être réparé, effectivement, c'est évoqué. Voilà, moi je peux vous dire qu'en Normandie, le 8 mai, c'est pas un jour rigolo. Hein, le pont qui s'appelle à Deauville, le pont de la Libération, c'est pas un jour rigolo, en effet. On ne dit pas souvent... Enfin bref, c'est sensible quand on est normand. C'est en effet trop proche de moi, j'ai trop vécu cela. J'ai perdu une grand-mère morte d'un éclat d'obus quelques jours après le 6 juin 1944. J'ai vraiment bien connu ça. Et je suis absolument étonnée du silence dans les familles. On n'en parlait jamais à la maison. Le 8 mai, maman était un peu nerveuse et ne sortait pas de chez elle. Et puis, bon, tout le cinéma tout autour qui ne correspondait pas à la réalité. Et ça, c'était tout de même très, très prenant. Vous nous apprenez, pour ne pas rester sur des notes tristes, que les Américains apportent dans leur bagage le café soluble. Oui, alors pareil. Et le corned beef. Oui, alors, j'ai trouvé ça parce que j'ai un peu, évidemment, relu beaucoup de choses. Dans l'imaginaire collectif, les Alliés arrivent avec des chewing-gums qu'on jette aux enfants, etc. Oui. Bon, ok, très bien, imagerie d'Épinal. Mais en fait, de manière très concrète et pragmatique, à hauteur d'homme, pendant 4 ans où les Normands et les Français ont vécu de privation et de rationnement, et notamment, ils souffraient de ne plus avoir de vrai café, qui est quand même une espèce d'icône nationale, le café. Ouais. Et les Américains arrivent avec un truc totalement inconnu, une poudre, on met de l'eau chaude dedans et ça fait un bon café. Et quand pendant 4 ans, vous avez souffert de ne pas boire du bon café, et ben ça, c'est quelque chose qui vous marque. Alors ils arrivent avec plein d'autres choses. Les rations alimentaires, les différents types de rations, et puis aussi le plasma sanguin. Ils sauvent aussi des vies. On a parlé de choses terribles avec des bombardements. Mais l'armée américaine, pour le coup, et au niveau des services médicaux, est extrêmement bien. Et
et sanitaire, hospitalier, extrêmement bien organisé. Vous avez des poches entières de plasma sanguin, vous avez de la pénicilline. Enfin, là, pour le coup, tout ça est bien mieux traité que ça ne l'était avant. Vous voyez, chers amis, combien ce livre est précieux à offrir dans votre famille, à faire comprendre aux petits Normands d'abord et à tous les autres ensuite ce qui s'est passé le jour J. Et offrez-vous toute la collection, la Marine, Versailles, Marie-Antoinette, la Grande Guerre. Il en coûte, alors celui-là est un petit... non, il reste très très accessible. 12,90 €. On a fait les grands formats quand il y a des anniversaires, Oui. 75 ans, 100 ans, et le reste, c'est des petits formats. 6,90 €. Voilà, oui. C'est mon dernier prix. Bravo Grégoire. Merci Bravo. Anne. Et vous continuez sur quel sujet? Alors écoutez, Vous voulez peut-être pas le dire. Ouais, j'ai 2-3 autres grands projets Bon. dont il y aura à nouveau des anniversaires l'année prochaine, en 2020. Bon, alors cherchez, chers auditeurs, et vous aurez les livres de Grégoire. Eh bien, on vous attend. On n'a pas dit le mot précieux, le nom précieux, édition Pierre de Taillac. Comme ça, vous pouvez aller dans toutes les librairies. Toutes les bonnes librairies. Toutes les bonnes librairies, on dit. Les autres, vous les secouez et vous commandez. Ouais. Merci beaucoup, Mais c'est moi qui vous Grégoire, remercie, pour Anne. ce très beau travail si important et si complet, parce que vous êtes très complet. Merci beaucoup et à très vite. Merci à vous. Au revoir, chers amis de TV Liberté. Bonjour, chers amis de TV Liberté. Pour cette rubrique Livres, nous avons le bonheur de recevoir Louis-Hubert Rémy. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Nous présentons ce matin 4 livres sur Jeanne d'Arc qui sont extrêmement importants et qui m'ont, notamment le dernier, Jeanne d'Arc, tertiaire de Saint-François, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et c'est toujours agréable, sur un sujet que l'on croit connaître, d'être encore enseigné. Et j'en profite, j'ai mis en illustration de ce sujet, bien sûr, la très belle statue de Boris le Jeune, qui va être installée à Saint-Pétersbourg pour l'anniversaire de la canonisation de Jeanne l'an prochain. Et nous cherchons encore quelques sous parce que figurez-vous que le mécénat marche principalement pour ceux qui veulent installer dans l'esprit de ceux qui veulent obtenir quelque chose, et notamment des boutiques sur les parvis des cathédrales. Mais quand il s'agit de donner pour Jeanne d'Arc, et surtout pour la Russie, là, les industriels sont infiniment plus frileux. Et nous avons beaucoup de difficultés à obtenir des participations. Ces industriels doivent être trop craintifs par rapport aux oukases, parce que ce n'est plus la Russie qui fait des oukases, c'est notre gouvernement. Vous voyez, donc, on n'a plus le droit de commercer avec la Russie, donc on n'a plus le droit non plus de donner. Moi, je ne suis pas inquiet pour cette affaire de Saint-Pétersbourg. Oui, non, mais c'est vrai, comme dit Pierre Maire, Jeanne est toujours sortie de toutes Absolument. les situations. Surtout que Jeanne revient actuellement. Quoi. Donc, Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont passées depuis plusieurs années qui sont importantes à souligner. Quoi. Donc, chers amis, oui. si vous avez des amis industriels donc, qui peuvent bénéficier de la loi mécénat, merci de les tanner jusqu'à obtenir satisfaction et envoyer des dons à l'Association universelle des amis de Jeanne. Cette statue est somptueuse et il faut absolument qu'elle puisse... Et oui, c'est un grand message parce que donc on se rend bien compte qu'il se passe des choses en Russie. Je serais même tenté de dire que c'est peut-être en Russie qu'on le ment le moins possible. Hein. Et donc ramener cette statue de Jeanne d'Arc en Russie, c'est-à-dire la grande sainte guerrière, quoi,
la Russie se convertira, on en est sûr. Mystique et patriotique. Voilà, cette Ça a un grande scène sens. guerrière, Ça a un parce que sens, ça va être oui. une guerre terrible. Quoi. Oui, Ça a un sens. Non, non, il faut absolument qu'on aille tous, on prévoit tous d'aller à Saint-Pétersbourg l'année prochaine pour fêter ça. Quoi. Et on va à Saint-Pétersbourg pour 142 €. Alors, c'est quand même pas un problème. Quoi. C'est Alors, plus un problème, oui. absolument. Alors, vous nous offrez, alors, vous vouliez que nous faisions un rappel de plusieurs choses. D'abord, j'ai envie de dire le rappel du pape Pie XII. S'il peut sembler à un moment que triomphent l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi. C'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça. Oui, il y en a besoin. Parce que Dieu oui, sait, nous sommes quand Parce même que- en pleine iniquité, Voilà. en plein mensonge, sans parler Et de la Jeanne d'Arc, corruption. c'est la vérité. Ouais. Et Jeanne d'Arc, c'est la solution. C'est la solution, pardon, c'est l'événement très important de la triple donation. Ça a été l'objet donc de mon livre en 2012 et nous Oui. avions fait une émission ensemble à Radio Courtoisie Oui. pour ça. Et donc qui rappelle donc exactement la grande mission de Sainte Jeanne d'Arc, hein, Jésus-Christ, roi de France. Alors, je vais me permettre de lire peut-être ce passage Si de la vous triple voulez. donation qui va Si être vous repris par Madame Bessonnet-Favre dans le livre dont on va le parler sur Jeanne d'Arc franciscaine. Et donc voici tous les détails. Jeanne dit à Charles, « Me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» Le roi hésite, puis consent. « Sire, donnez-moi votre royaume. » Le roi, stupéfait, hésita de nouveau, mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendance surnaturelle de la jeune fille, Jeanne lui répondit-il, « Je vous donne mon royaume. » C'est une parole de roi, et elle devient reine de France. Cela ne suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. Puis aussitôt après, très grave, elle parle en reine, et s'adressant au secrétaire, écrivit, dit-elle, « Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ, et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles. » Ce qu'on appelle donc la triple donation, oui. donation à Jeanne, Oui, donation à c'est Jésus-Christ. Bon, c'est une scène d'un symbolisme extraordinaire. extraordinaire. Ouais. Parce que donc le pouvoir vient de Dieu. Ouais. Bien. Et donc là, Jésus-Christ a voulu être roi de France. Charles a accepté. Bon, ce jour-là, il n'y avait ni Yolande d'Anjou, sa belle-mère, qui, bien sûr, aurait calmé le jeu, ni surtout la Trémouille, qui était l'ennemi juré de Jeanne. Hein. Et donc, il a fait ce geste. Bon, ils ont tous, Jeanne a 16-17 ans, Charles a 22-23 ans. Hein. Et donc, c'est une histoire de jeunes, mais amoureux de Dieu, quoi. Et donc, ce geste essentiel est l'explication du pouvoir royal pour la France, hein, qui, donc, tenue par le baptême de Clovis et le pacte passé par Saint-Rémy entre Dieu et la famille de France, a permis à cette société chrétienne de fonctionner pendant 1300 ans. Le mot France, en hébreu, veut dire creuser. C'est là où s'élabore, dans le creuset, s'élaborent les civilisations. C'est élaboré, donc, la civilisation chrétienne, bon, qui a été améliorée avec le temps, avec Charlemagne et les capitulaires, qui était quelque chose de monumental, qui a été donc à l'apogée avec Saint-Louis, etc., et qui a fonctionné donc pendant 1300 ans. Et après, s'est élaborée une nouvelle civilisation, la civilisation révolutionnaire. La civilisation révolutionnaire fondée sur le mensonge, hein, et qui donc aujourd'hui est au bout du rouleau. Bien. Elle connaît une certaine apothéose. On espère Oui. que c'est sa dernière apothéose. Voilà. Et que... Pour moi, le signal de Notre-Dame de Paris est très important, Oui, hein, vous avez raison, etc. oui. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que tout d'un coup, Notre-Dame de Paris n'est plus protégée. Oui, il y a plus Ni de la toit. Vierge Marie, ni les anges gardiens ne sont là pour protéger. Il y a eu une protection finale, hein, donc, quand les gens se sont mis à prier dans la rue, mais il n'y a eu aucune protection pendant tout le feu, quoi. Et pour moi, ça me rappelle tout de suite la Salette. Hein, Paris brûlera, et c'est l'âme de Paris qui a brûlé, quoi. Et donc c'est un grand signal très fort. On sait bien sûr que nous sommes dans une situation déplorable partout, hein,
que ce soit bien au point de vue économique, financier, international, militaire, etc., etc. Et donc arrive la justice de Dieu. Elle est très prophétisée, et la justice de Dieu sera finie par le règne du Sacré-Cœur, donc qui sera un règne grandiose avec des grands chrétiens formés à l'exemple de Jeanne. Et donc le livre va nous apporter justement les recettes du tiers-ordre franciscain pour faire une chrétienté comme elle l'a été au XVe siècle. Alors, nous évoquons ces deux livres. Alors, le premier, je crois, Jeanne d'Arc franciscaine, des révérends pères Baranteau et Grèze, et puis celui de Madame Bessonnet-Favre, tertiaire de Saint-François. Quelle est l'intériorité? J'ai beaucoup travaillé avec mon épouse pour l'histoire de la Triple Donation. On a travaillé aux archives secrètes du Vatican, oui. On a travaillé dans toutes les bibliothèques franciscaine, aussi bien en France qu'à Rome. Et j'ai découvert donc ces deux textes du père de Baranton et du père de Grèce. C'était une surprise donc de savoir Jeanne d'Arc franciscaine. C'est répété mais peu connu. Et alors, le père de Baranton a fait l'éloge du livre de Madame Bessonnet-Favre. Ah, c'est comme ça que vous l'avez... Oui, voilà. Et donc, ce livre de Madame Bessonnet-Favre, tout le monde est surpris en découvrant ce livre. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, d'un aspect de Jeanne absolument méconnu. Il existe tout un livre sur Jeanne d'Arc et les Dominicains que je vais rééditer, parce que là aussi il y a des choses à découvrir. Bon, c'est un livre du siècle dernier, mais ce livre-là donc nous a tout de suite beaucoup intéressés. Pourquoi ? Parce que d'abord le XVe siècle, c'est le siècle des franciscains. Franciscains, cordeliers, capucins, les trois parties. On s'aperçoit que les franciscains maillent notre pays. Absolument. Maillent l'Europe. Bon, la guerre de 100 ans avait tout détruit, y compris donc l'organisation sociale, où tous les corps intermédiaires, enfin les chevaleries, etc., étaient donc toutes polluées et il y avait des tas de problèmes. Et ce sont les franciscains qui ont redonné une âme à la France. Bon, soulignons le rôle extraordinaire de Sainte Colette, parce que donc Sainte Colette va être la restauratrice du tiers-ordre franciscain, et Sainte Colette va apprendre donc non seulement de devenir chrétien en étant du tiers-ordre franciscain, mais d'organiser l'amour donc de la France, l'amour de la patrie, avec donc toutes les grandes familles de France, c'est bien expliqué dans le livre, et même des relations entre le tiers-ordre franciscain et les Anglais franciscains. Donc, ils vont combattre Charles V, et donc il y a tout un aspect absolument étonnant. Vous nous apprenez que Yolande d'Aragon, voilà, j'ai une grande vénération pour Yolande d'Aragon, que Sainte Colette est venue voir Isabelle Romée, c'est-à-dire la mère de Jeanne, et que Isabelle Romée était cousine de Saint François d'Assise, chose très peu connue. Alors, j'ai malheureusement pas le document, je l'avais dans ma sacoche. Et donc Isabelle Romée, 150 ans, et Isabelle Romée est allée à la canonisation de Saint François d'Assise à Rome. C'est comme ça qu'elle a pris le nom de Romée, Alors, la mère de Jeanne d'Arc est une personne extraordinaire. On va rééditer là très bientôt, l'histoire d'Isabelle Romée. On a retrouvé donc celui du siècle dernier. C'est une personne qui est essentielle pour comprendre Jeanne d'Arc. Bon, non seulement elle va être très présente dès le départ pour la formation de Jeanne d'Arc, avec un détail très important. J'ai tout appris de ma mère. Oui, et alors un détail très important, cité donc dans Jeanne d'Arc franciscaine du père de Baranton, puisque moi j'ai été mêlé avec l'achat de l'anneau de Jeanne d'Arc par Philippe de Villiers, lui en fait connaître, et donc nous avons vécu une aventure de 4 jours. Je raconte ça sur YouTube. Ah oui, et donc c'est pour ça que je ne désespère pas pour la statue de Saint-Pétersbourg. On vous en remercie parce que ça a été quand même un élément de joie extraordinaire. Oui. Et il est bon de rectifier quand même les quelques articles qui ont été contre, parce qu'il y a de sérieuses questions, des raisons très sérieuses que ça soit vraiment l'anneau de Jeanne. Jeanne voulait revenir, c'est évident, c'est ce que nous avons vécu. Et Jeanne revient, bien. Moi, j'ai noté, je ferai un jour un livre là-dessus, les 23 petits miracles qu'on a vécu avec Philippe de Villiers pour le retour de l'anneau de Jeanne. Le miracle le plus important étant que, en Angleterre, ça a été une histoire effrayante, quand ils ont appris que l'anneau partait. C'est aller au bureau du Premier ministre. Le Premier ministre, et le Premier ministre s'est mouillé. Il ne pouvait pas se mouiller sans avoir fait une enquête, savoir si c'était sérieux ou pas sérieux, Et donc, dès le premier jour, il redemande à Philippe de Villiers de rendre l'anneau. Alors là, c'est ce grand miracle. La reine d'Angleterre a fait venir donc le Premier ministre dans son bureau en disant: on a fait une guerre de 100 ans, on ne va pas recommencer une seconde. L'anneau est au Puy du Fou. Si les Anglais veulent le voir, ils iront au Puy du Fou. Et l'affaire a été close. Mais donc Jeanne voulait revenir. Elle a eu une très belle influence là. Oui. Jeanne voulait revenir. Elle est revenue et nous fait des leçons. Bon, la première leçon...
Attendez, avant les leçons, je voudrais, Oui. Historiquement, parce que c'est quand même Oui. extrêmement important, qu'on reste sur Sainte Colette. Sainte Colette est un peu le Saint Jean-Baptiste Oui. du Christ. Sainte Colette, Oui. donc, de Corbie. Alors, il y a un détail très ennuyeux. Sainte Colette n'est pas au calendrier universel, elle est simplement au propre de France. Ah. Et les Français ne la connaissent pas. Ouais. Alors que Sainte Colette a eu un rôle essentiel donc, dans tout le XVe siècle, hein, au niveau des élites. Et Sainte Colette, ce serait lors de ce voyage à Dijon que Sainte Colette aurait eu l'occasion de voir Jeanne d'Arc, si l'on en croit un récit fort ancien, et l'aurait initiée à la vie et aux dévotions franciscaines, directement de Sainte Colette. Jeanne n'avait que 7 mois, lit-on dans la vie des saints de Friard, publié à Paris en 1627, lorsque la célèbre réformatrice franciscaine passa par Domrémy et reçut l'hospitalité dans la maison de Jacques d'Arc. Jacques d'Arc et sa mère étaient franciscaines, un tiers-ordre franciscain. Elle avait donc 7 mois. Elle s'approcha du berceau de l'enfant, le bénit et y déposa son anneau qu'elle avait reçu du ciel. Sur lequel il y a marqué Cet anneau était marqué de 3 croix et des noms Jésus-Maria. Jésus-Maria. C'est lui que Jeanne porta plus tard dans ses campagnes et qui intriguera si vivement ses juges au procès de Rouen. Bon, j'aurais souhaité qu'on fasse une analyse de cet anneau, quoi, pour savoir si par hasard il n'était pas sur le tableau de Mendeleïev, hein, etc. Et donc venant du ciel, s'il y avait une marque, bon, ça se fera peut-être un jour, quoi. Mais cet anneau, c'est quand même l'alliance entre Jeanne, Jésus et Marie, quoi. Et la similitude des missions. Colette n'a qu'une envie, Sainte Colette n'a qu'une envie, c'est de vivre recluse. Elle Oui. va vivre recluse, enfermée dans une cellule avec juste une fenêtre grillagée. Voilà, au départ. Au départ. Et en fait, Dieu lui dit non, ton devoir Voilà. est ailleurs, pars en mission. C'est Oui, assez oui. étonnant. Et elle va faire un travail extraordinaire. Il y a un certain Et c'est nombre pour de ça qu'il y a miracles. beaucoup Oui. de petites filles en France qui Qui se sont s'appellent appelées Colette. Oui. Bon, très lié donc avec les évêques franciscains, très lié. Tout ça, c'est expliqué donc dans le livre de Madame Bessonnet-Favre. Hein. Très lié avec énormément de grandes dames de France étaient tertiaires franciscaines. Oui. Et C'est donc- Christophe Colomb aussi. Oui, On dit. et puis bien sûr Léon XIII et Pie X qui vont être les 2 grands papes qui vont mettre Jeanne d'Arc sur les autels, quoi. Et Dieu sait si dans le tiers-ordre franciscain il y a eu de grands saints. Alors, il y oui. a aussi quelque chose d'extrêmement important dans votre livre, c'est beaucoup de choses importantes. La colombe, Oui, l'histoire oui, de la colombe, bien sûr. Oui, qui est le signe des franciscains. oui. Oui. Et Mais puis, le drapeau, les armes de Jeanne d'Arc, son dernier cri, Jésus-Maria, tout ça, c'est franciscain. Jésus-Maria, oui. La notion quoi, extraordinaire quoi, du nom de Dieu, enseignée par Bernardin de Sienne, etc., tout ça ressort. Bon, il faut lire le livre hein, pour Il faut- comprendre, non, parce il que faut- c'est une suite de choses Mais complètement méconnues. C'est extrêmement historique, c'est extrêmement Oui. documenté, c'est Oui. très prenant. On ne Oui. lâche pas le Oui. livre. Oui. Encore une fois, on a l'impression de tout savoir Oui, sur oui. Jeanne d'Arc. Oui, oui. Pas du tout. Voilà, c'était une surprise. Et puis alors, dans les appendices, j'ai Oui. été très étonnée d'apprendre tout sur le droit salique. Ah oui. Et j'ai eu l'impression qu'on nous a raconté des histoires sur le droit salique. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser ça un peu? Euh, Donc vous préférez qu'on laisse le... Bon, on laisse il y a des le- tas de choses que le lecteur doit découvrir lui-même, quoi. On ne va pas raconter le livre, quoi. Il faut qu'il le lise, qu'il le digère, qu'il apprenne, etc. Mais donc, c'est le fondement de la société chrétienne, quoi, avec Clovis, hein, où donc la transmission, sauf quand le roi a prévariqué, et le roi a prévariqué, 4 fois les rois ont prévariqué. Hein. Et là, tout est lié dans la monarchie française par le testament de Saint-Rémy, hein, le fameux livre du père de Sailly, dont d'ailleurs Pierre Hillard vient de parler dans son dernier livre, et j'ai beaucoup aimé le travail de Pierre Hillard dans son dernier livre. Tous les Il travaux de explique- Pierre Elliard Oui, sont bah oui, profonds et absolument importants. bon, on est très amis. Là, Non, mais ce qui est important, c'est que Oui. on nous raconte que la loi salique, c'est l'histoire de femmes, Oui. d'héritage Oui, que les femmes oui. doivent être dégagées. Non, c'est bien plus important que ça. Oui, oui, oui. C'est Voilà. Alors, 4 fois les rois ont prévariqué, et Dieu a réagi très fortement. Les 4 fois, les 3 fils ont régné sans descendance. Et on est passé à une autre famille. Parce que le roi, on ne peut pas concevoir, c'est donc ce que va faire Jeanne dès qu'elle arrive à Charles, elle vient lui dire, t'es le fils de ton père. Puisque donc le traité de Troyes, on était pratiquement sûr que Charles VII n'était pas le fils de Charles VI. Hein, bien. Et donc Dieu savait, hein, lui seul, et Jeanne arrive à Chinon et lui dit, tu es le fils de ton père. Oui. Et va te faire sacrer. Parce que le sacre est essentiel.
Le sacre, c'est pour protéger le roi. Le roi est conçu pour être l'épée donc de la défense de la chrétienté, de la défense donc de son pays, etc. Et tous les rois de France qui ont été sacrés, hein, aucun roi n'est mort à la guerre en 1300 ans. Parce que le roi est protégé par cette onction sur les parties du corps qui sont vulnérables, quoi. Et alors, le roi est fait pour faire la guerre. L'exemple le plus extraordinaire, c'est Saint-Louis, qui était aussi du tiers-ordre franciscain, comme Saint-Dominique. Saint-Dominique était au tiers-ordre franciscain. Et avec la fameuse corde autour du cou qu'on lui a trouvée au moment de sa mort. Autour de la ceinture. Oui, non, c'est pas une ceinture, c'est une corde, justement. Oui. Hein, et donc... la chose essentielle donc, du sacre, c'est le message de Jeanne à Chinon, va te faire sacrer, parce que là, le roi reçoit les mêmes pouvoirs qu'un évêque, les dons de discernement et les dons de courage. Don de discernement sur le bien, le mal, le vrai et le faux, le juste et l'injuste, c'est-à-dire le don de discernement des hommes, et le courage de faire la guerre. Et le grand problème de la monarchie, quoi, donc, il y a eu les grandes... sous Louis XIV, donc, le dernier rappel de consacrer la France au Christ roi, et donc Dieu a été patient pendant 100 ans, quoi, et donc après, la sanction est tombée terrible parce que le roi ne fait plus la guerre, il fait faire la guerre. Et même Louis XVI ne fait même plus, il n'est absolument présent, il est enfermé dans Versailles, c'est Versailles qui a tué la monarchie française. Bon, l'âme de la monarchie française, c'est la couronne d'épines et donc la Sainte-Chapelle qui représente. Et là, on est passé de la Sainte-Chapelle, qui était donc le grand symbole de la monarchie française, au château de Versailles. Le château de Versailles, c'est à la gloire du roi, c'est plus à la gloire de Dieu. Non. On ne peut pas comprendre la monarchie sans française. Sauf que j'habite Versailles et je suis absolument étonnée à chaque fois que je passe à côté, la chapelle royale domine toute l'architecture. Ça a été la palais. dernière construction. C'est quand même impressionnant. Et le problème, c'est que dans la chapelle royale, les gens étaient plus tournés vers le roi que vers l'autel. Bien sûr. Et donc là, on était en pleine... Et le message de Jeanne, c'est justement Jésus-Christ, roi de France. Alors, justement, sachez que tous ceux qui guerroient aux 10 royaumes de France, guerroient contre le roi Jésus, roi du ciel et de tout le monde, mon droiturier et souverain seigneur. Voilà. C'est sa lettre au duc de Bourgogne. Voilà. Et c'est l'éducation de Jeanne. Jeanne fait donc, c'est une règle de vie, le tiers-ordre franciscain. Et donc c'est pour faire un saint, vivre de la vertu. Et donc dans tous les détails, assister presque tous les jours à la messe, se confesser très souvent, quoi. Avoir le sens du sacrifice, avoir le sens du don, avoir le sens de la pauvreté. C'est une des choses essentielles franciscaines. Ce qu'on aurait dû apprendre à M. Balkany. Voilà, oui. Ce qu'on aurait apprendre à toute une société qui est fondée sur l'argent, le dieu argent, quoi. Et les gens le prennent. Et Jeanne nous montre aussi quelque chose de terrible. Ça fait 220 ans que nous votons sans arrêt. Bien. Et le vote, c'est un truc manipulé par l'ennemi. Et ça fait 220 ans que nous allons d'échec en échec. Absolument. Bon. Jeanne, c'est la réalité. Que le pays va mal. Que le pays va mal. À chaque fois, on nous promet que la prochaine fois, on gagnera. La lune. On est toujours dans le rêve, dans le leurre, dans le rêve et dans le mensonge. Jeanne nous apprend le réel. Le réel, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui dirige. Alors, elle nous apprend à nous convertir. Parce que ce livre de Besson-et-Favre est intéressant parce qu'à la fin, elle explique très bien que le tiers-ordre franciscain doit renaître. Et donc, cette âme du tiers-ordre franciscain va refaire de la France, vraiment la France catholique. La France qui est orientée, parce qu'il arrivera un moment où tout le monde va être déçu, c'est les prophéties du père de Clorivière qui a été écrit sur l'Apocalypse, des choses très importantes en 1805 et qui annonce quand même la grande solution, repris par Monseigneur de Lassus, qui lui a écrit le livre le plus important sur Jeanne d'Arc, La mission posthume de la bienheureuse Jeanne d'Arc, le reste social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toute l'histoire de France vue du niveau surnaturel. Oui. Le problème de notre société actuelle, c'est qu'on n'a plus le sens du surnaturel. Non. C'est Maurras qui a tué. Plus de transcendance. Oui. Voilà, absolument. Et donc, on est devenu matérialiste. Personne ne se convertit. On vit des choses absolument actuellement où Si, il y a beaucoup de conversions. Ne soyons pas excessifs, définitifs et excessifs. Il y a énormément de conversions. Elles ne sont pas publiques, elles ne sont pas portées sur les autels, les projecteurs ne sont pas braqués dessus. Mais allons au fond des choses. Mais il y a encore beaucoup de travail. Voilà, etc. Et on est dans une période terrible. Et Jeanne
est complètement d'actualité, à mon avis. Ah oui, oui. Elle est revenue, bon, avec M. Pierre Maire, donc des Amis de Jeanne d'Arc, ce qu'on prévoit pour l'année prochaine, hein, pour donc le 100e anniversaire de la canonication de Jeanne d'Arc, doit être suivi de près parce que ça va être très beau, ce qui est en train de se préparer, quoi. On termine Et sur, puis surtout, voilà. sur le dernier appel Oui. de cette Madame Bessonnet-Favre. Oui. Tertiaire de France, c'est à vous plus qu'à tous autres qu'il appartient de comprendre ce que voulut et ne put réaliser votre illustre sœur Jeanne d'Arc. Elle a laissé inachevée la tâche de régénération que sa mort est venue interrompre. C'est à vous tous, fils et filles de Saint François, que l'honneur incombe de la reprendre et de la faire triompher. Jurez, faites jurer le pacte salique, le serment lige d'alliance entre notre patrie et le Christ. Puis, vive Dieu, et qui verra, verra. C'est quand même C'est extraordinaire. un Oui. magnifique Et ça message. rejoint donc ce que disait Pie XII. Et c'est Ouais. toujours la même idée, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est Dieu comment Non, je fais mène ce la que- bataille, je mène la bataille et Dieu donne la victoire. Voilà. Mais il les hommes exige d'armes batailleront. les hommes d'armes Et batailleront, en nom Dieu. Et en nom Dieu, les hommes d'armes batailleront. Absolument. Et Dieu donnera la et victoire. Dieu donnera la victoire. Voilà. Et donc il faut être Mais soumis à Dieu. rien ne se comme fait jamais. sans le travail de chacun. Ouais. Oui, absolument. Merci beaucoup, Louis Voilà. Hubert Rémy. Je sais qu'on pourrait passer des heures Oui. avec vous, mais on vous réinvitera. Bien, avec Merci plaisir. beaucoup pour tous ces beaux livres Voilà. et à très bientôt.